Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Journal des Biotech, un gros numéro du Journal des Biotech puisqu'on n'aura pas un mais deux entretiens dans notre point d'actualité. En tout cas, on fera le point sur 4 dossiers chauds avec Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities. Le premier entretien sera consacré à Sacha Loiseau, PDG de Monakea, et le second à Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. C'est parti pour ce Journal des Biotech. Et on ouvre ce journal des biotech avec notre point d'actualité et il est en plateau aujourd'hui avec nous, Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, toujours plein de choses, on le dit à chaque fois, mais c'est vrai, avec quelques valeurs qu'on avait envie de passer sous votre radar, Frédéric. On va commencer par Innate, avec cette information qui est tombée, la FDA, qui a suspendu le recrutement des études avec l'acutamab. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut regarder? Qu'est-ce que ça nous dit aussi de ce qui se passe sur Innate en ce moment? Alors, il faut le regarder parce que c'est jamais une bonne nouvelle quand Oui. la FDA demande Une interruption, sponsor, oui, c'est ça. voilà, de plus recruter de patients Oui. et de dire on met en hold et on attend de voir ce qui se passe. On rappelle peut-être pourquoi il y a eu cette suspension. Parce qu'il y a eu un décès Voilà. d'un patient dû à Oui. une maladie hématologique qui est rare. Donc c'est vrai que la FDA, par définition, est super précautionneuse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un souci, ils ne s'embarrassent pas. Petite pause. On arrête. On l'a vu souvent dans les thérapies géniques où dès qu'il y a un décès, on arrêtait tout. Juste de documenter le cas, de bien comprendre ce qui s'est passé. Donc là, ça se produit avec Innate, c'est jamais très bon parce qu'on peut se poser des questions sur la safety. Est-ce que ce qu'on a vu là va pas se reproduire à une plus grande échelle s'il y a plus de patients traités? Donc la safety est vraiment une priorité de la FDA. Donc c'est pas une bonne nouvelle en soi parce qu'on préférait que ça se produise pas par rapport à une molécule. Maintenant, l'avantage, si je peux dire, pour Innate, c'est qu'à très court terme, et on sait que le prochain gros catalyste sur Innate, c'est les datas de la phase 2 de Telomac qu'on attend d'ici la fin de l'année. Là, l'étude Telomac, elle n'est pas concernée parce que le recrutement était fini, donc ça n'a pas d'impact. En fait, Déjà, cette annonce pas de d'impact l'FDA là-dessus. n'a pas d'impact sur C'est l'étude. bon à rappeler. Oui, parce qu'Innate, alors il y a la phase 3 qui est en cours avec Astra, avec monalizumab, il faut regarder un peu la technologie Enquête et ce qui se passe avec Sanofi. Mais à très court terme, une fois de plus, le gros catalyste, c'est Telomac, et notamment... donc Telomac, c'est une phase 2 dans des cancers qui sont liés au lymphome, aux cellules T. Et en fait, il y a deux sous-populations de patients dans cette étude-là, mais il y en a une que je trouve un peu plus intéressante que l'autre, c'est celle qui concerne le syndrome de Sézary, en fait, puisque c'est une atteinte avec des manifestations cutanées. Et là, l'idée d'Innate, au final, c'est que cette sous-population, sur la base du résultat positif de cette étude, en fait, ils espèrent enregistrer le produit sur la base des datas. Donc, c'est pour ça qu'il faut les regarder, puisque si jamais l'étude était positive dans cette sous-population précise, ça permettrait à Innate un peu d'avancer. Pour le moment, il y a eu des communications qui ont été faites à un congrès LASH l'année dernière qui montraient des résultats encourageants. Alors, c'est une maladie qui est orpheline, donc il y a très peu de patients. On considère qu'en France, il y a à peu près 20 nouveaux cas par an. Donc, si on prend... Il y a à peu près 25-26% des gens qui ont une survie de 5 ans, donc c'est-à-dire qu'on verrait qu'il n'y a que 100 patients en France à traiter. D'accord. Ah oui. Sachant qu'ils sont en plus chez des patients réfractaires qui ont déjà eu des traitements par d'autres molécules, donc ça veut dire qu'on raccourcit encore un peu plus la taille de l'échantillon. Mais les datas qu'on avait vues en fin d'année dernière, avec un taux de réponse un peu supérieur à 20%, sont pas mal compte tenu de la difficulté de ces patients à traiter. Le seul petit reproche que je pourrais faire moi, sur cette étude, sur le plan méthodologique, c'est que justement, comme on a une population qui a déjà pris plusieurs lignes de traitement, donc en fait c'est un peu le traitement de la dernière chance, c'est que je pense qu'il y a quelques méthodologistes au niveau des agences, et aussi pour le prix, qui auraient peut-être préféré voir une efficacité sur la survie, puisqu'on peut penser que la survie, elle peut être facile à détecter, et non pas sur le taux de réponse, sachant que... c'est un lymphome, donc un cancer du sang, mais avec une pénétration des tissus cutanés. Donc quand on évalue le patient, il faut regarder à la fois le compartiment cutané, la peau, puisqu'il y a une peau rouge, il faut palper le patient pour voir un peu l'épaisseur de l'infiltration. Il faut regarder le compartiment sanguin, il faut regarder les ganglions, il faut regarder les métastases. C'est pour ça d'ailleurs que sur le taux de réponse qu'a fourni Innate, quand on regarde le taux de réponse global et le taux de réponse dans le compartiment sanguin et le compartiment cutané, on a des chiffres qui diffèrent, parce que justement, il y a ces questions de compartiment. Mais cette étude, elle est importante parce que ce serait bien pour Innate qu'ils puissent soumettre. Et puis la deuxième subpopulation, où ils ont aussi des datas qui ne sont pas inintéressantes, parce que autant sur Sézary, on a un peu de 20% de taux de réponse, 21% de taux de réponse. Là, on est un peu plus de 42% dans le mycosis fongiolides, mais là, par contre, on peut penser que
Le chemin clinique réglementaire n'est pas totalement clair. Il y aura peut-être une autre étude à faire dans cette indication-là. Mais cette étude Telomac, elle est importante à court terme pour Innate. Ouais, et des résultats qu'on attend bientôt. L'autre sujet, Nanobiotics. Alors, il s'est dit pas mal de choses sur Nanobiotics. Et là, on a de nouveau, là aussi, ce sont des résultats sur l'étude 102 de phase 1 dans le cancer tête et cou. Qu'est-ce que vous en pensez de ces résultats, Frédéric ? Les résultats, je les ai trouvés bons. Ouais. Je les ai trouvés bons parce que c'est une phase 1, ils ont trouvé la bonne dose. Ils avaient pris des hypothèses en termes de survie, l'OS global et de Progression Free Survival, de survie sans progression PFS. Et il se trouve qu'au final, ce qu'ils ont observé dans cette étude 102 est au-delà de leurs espérances. Donc quelque part, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon. Maintenant, le problème, c'est que qui dit nouvelles hypothèses dit impact sur l'étude de phase 3 en cours. Ouais. Et ce qui veut dire, c'est que les hypothèses qu'ils avaient prises pour construire le design d'études phase 3 ne sont plus valides. Ça veut dire qu'il va falloir repousser un peu les timings. D'accord. Puisque, alors, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que dans la phase 1, 102, l'élément important, c'est la PFS. Et la PFS, elle ressort à un peu plus de 16 mois. La PFS, on explique 16, quand même. Hein. Oui. Alors, c'est la médiane de survie sans progression. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le patient va vivre sans qu'il y ait une progression de la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, bon. Et en fait, c'est le critère primaire de l'étude de phase 3. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez important. Oui. L'étude, théoriquement, dans l'étude de phase 3, l'analyse de ce critère devait intervenir dans le timing précédent, fin 2024. Mm-hmm. Maintenant, avec les nouvelles hypothèses, c'est repoussé à mi-2025. Donc il y a un gap de grosso modo 6 mois. Ce qui n'est pas énorme, on peut le dire. Mais quand on le ramène à la trésor, pour le moment, on a visibilité sur la trésor à peu près Q1, Q2 2024 max. Oui. Donc, on se disait, s'ils ont de la trésor jusqu'à fin Q2 2024, très vite après, on va avoir les résultats sur l'analyse intermédiaire sur la PFS. Donc, voilà, ça pourrait matcher. Ça peut aller, oui. Là, il y a 6 mois de décalage sur la PFS. La question, c'est d'où va venir la trésor pour combler ce gap. Alors, il y a le deal avec Johnson & Johnson. Oui. Il y a la possibilité d'avoir des financements de Johnson & Johnson. Mais, en fait, ça a replongé Nanobiotics dans ces questions de trésorerie dont on pensait qu'elle était sortie un petit peu, oui. Alors, elle était sortie, c'était un peu plus serein, on va dire. C'était plus serein parce qu'on était dans une situation qui était un peu critique, qui n'était pas confortable. Là, il y avait quand même un gros ballon d'oxygène de la part de Johnson & Johnson parce qu'il y avait du cash qui était injecté dans la société. Mais on savait à la lecture du communiqué de presse que Nano n'avait pas de cash dans les 2 ans qui viennent. Donc, ce décalage, malheureusement, a un peu réfréné les ardeurs de certains investisseurs et qui ont pris à nouveau un peu peur et qui sont inquiétés. Même si, une fois de plus, fondamentalement, les datas sont plutôt encourageantes et intéressantes. Après, le challenge, là encore, on avait une étude de phase 1 où tous les patients étaient traités par NBTXR3, il n'y avait pas de bras comparateur. Là, en phase 3, il y a un bras comparateur. Il faut souhaiter que ce qu'ils ont observé dans cette phase 1, on ait les mêmes datas dans la phase 3 et que le bras comparateur marche beaucoup moins bien pour qu'on ait un petit delta qui permette à l'étude de sortir. Bon, et on voit toujours l'importance cruciale des financements. Si je dis ça, c'est pas pour faire une transition facile, mais c'est parce qu'on a effectivement 2 medtech cette fois-ci avec des nouvelles peu réjouissantes. Carmat, ça c'est un peu plus ancien, avec ce besoin de financement urgent. Ces déclarations aussi du patron de la BPI, Nicolas Dufour, qu'on n'est pas là pour nationaliser l'économie, ce qui montrait aussi que ça allait peut-être pas aller de soi. Et puis, cette nouvelle qu'on a appris cette semaine, c'est Pyxium, qui se met en sauvegarde, donc situation là aussi très très compliquée pour Pyxium. Voilà, c'est un peu ce que vous avez dit depuis le début de l'année, Frédéric, sur la difficulté de l'accès au financement et les situations parfois dramatiques qui en découlent. Alors, on savait que le mur du cash, il allait venir, donc là, il n'y a rien de nouveau, il était facile à anticiper. Alors après, sur la querelle entre la BPI et Carmat. Le problème de fond, au final, c'est l'innovation en France. Ouais. On sait très bien qu'on n'est pas les US, qu'on n'a pas un réservoir d'investisseurs, un accès à l'argent et à des sommes importantes comme on peut le trouver aux US. Je ne suis pas toujours d'accord avec tous les investissements faits à la BPI, mais la BPI est quand même un acteur majeur de cet écosystème en France. Heureusement que la BPI est là, parce qu'il y a quand même beaucoup de dossiers qui sont là grâce à la BPI. Bien sûr. Et sur ce point-là, j'aurais tendance quand même à être de l'avis de Nicolas Dufour, c'est-à-dire que la BPI joue son rôle, mais la BPI jusqu'à un certain point, quoi. Elle ne peut pas tout faire, et surtout, elle ne doit pas tout faire. Donc, il y a un moment donné, elle a aussi des arbitrages. On connaît le contexte économique en France et la macro. La BPI est une émanation
des pouvoirs publics. Il faut faire attention. Elle a fait le choix d'investir dans certaines sociétés comme Gensight. Elle avait aussi aidé Pixium au mois de juillet. On l'a vu ne pas aider. Elle était actionnaire aussi, la BPI, de l'Isogène, et on a vu ce qui est devenu de l'Isogène. Donc, une fois de plus, la BPI joue son rôle, mais elle ne peut pas tout faire, et surtout, elle ne doit pas tout faire. Et le point commun entre Carmat et Pixium, et après on va aborder un peu Pixium, mais quand on est pionnier, c'est-à-dire que d'un point de vue fondamental, intellectuel et scientifique, ces deux histoires-là, elles sont intéressantes. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est il y a quand même des enjeux majeurs de production, de manufacturing, il y a des enjeux techniques, de développement clinique, réglementaire, est-ce qu'il y a un potentiel commercial? Tous les points cruciaux sur une medtech qu'on évacue parfois un peu vite, justement en se focalisant sur l'aspect innovant. Hein. Et la question, c'est est-ce que ces dossiers sont faits ou pas pour la bourse? Et ça, je laisserai à chacun de s'en répondre. Mais est-ce que Carmat aurait fait mieux en étant basé aux US et pas en Europe? Je ne sais pas. Les investisseurs américains peuvent être aussi ultra agressifs et ils peuvent fermer des sociétés rapidement. Sur Pixium, qu'est-ce qu'on se dit? Il y a possibilité que l'aventure continue ou c'est quand même mal embarqué, si je puis dire? C'est jamais bon. Donc ils ont du cash jusqu'à fin novembre, ils ont un peu plus de 2,5 millions, ils ont un peu plus de 9 millions de dettes. Un peu comme Innate, où on sait que Telomac est important, parce qu'on doit avoir le résultat très prochainement. Il ne faut pas oublier que sur Pixium, l'étude Primavera en cours, on doit avoir les résultats aussi avant la fin de l'année. Donc je pense que la procédure de sauvegarde va geler les factures, va permettre à Pixium d'atteindre ce point-là. Après il faudra voir ce qui leur sort, mais Pixium a toujours été une histoire compliquée, parce qu'avant Prima, il ne faut pas oublier que les implants rétiniens, il y a eu Iris 50, Iris 150. Et malgré le marque HE, ça n'a pas été un succès commercial parce que c'est tellement compliqué. C'est-à-dire que pour avoir discuté avec des ophtalmos, quand vous déclenchez le système, sur les 150 électrodes ou les 50, tout ne marchait pas. Pour mettre l'implant, c'était une chirurgie qui était longue. Il fallait que le patient ne bouge pas après la chirurgie. Il y avait très peu de médecins qui étaient capables de faire la chirurgie. Et j'ai même eu un cas, a priori, on m'a rapporté un cas où le patient, en fait, il doit rester allongé. Il est resté pas allongé suffisamment, il s'est redressé trop tôt et l'implant a bougé. Donc c'est des sujets merveilleux, mais terriblement complexes. Là, il faut se dire que dans les DMLA, cette étude Primavera sur l'acuité visuelle à 12 mois, elle sorte pour Pixium, et puis que ça sorte et qu'ils puissent ensuite continuer leur route. Mais pour moi, la question derrière, c'est si l'étude sort, quel est le potentiel commercial de ce projet, sachant qu'il y a l'implant, il y a le coût de l'implant, il y a les lunettes, la caméra, et en termes de prix remboursement, à l'heure actuelle, on est quand même dans des économies où on essaye de limiter les coûts. De serrer les coûts. Hein. Voilà en tout cas pour ce point complet et les 4 sociétés dont on voulait vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal Biotech, c'est le premier entretien. Et je reçois pour ce premier entretien du journal des Biotech Sacha Loiseau, PDG de Monakea. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors, nous nous sommes parlé, c'était en mai dernier, sur le plateau du journal des Biotech. On avait notamment évoqué les résultats financiers de l'année 2022 et puis du premier trimestre 2023. On se retrouve aujourd'hui, on est à 18 mois du repositionnement stratégique de Monakea et presque, j'ai regardé, à 1 an jour pour jour de votre retour à la direction générale de la société. Tiens, voilà, c'est l'occasion de faire un bilan, finalement, des actions enclenchées durant toute cette période, ce repositionnement de Monakea. Absolument. Je crois qu'on peut dire, sans se tromper et sans être prétentieux, que le repositionnement est un succès. Le bilan est très positif, à 18 mois. Bon, d'une part, nous l'avons dit pour rappeler ce que c'est que ce repositionnement stratégique. Allons-y, oui. Nous avons dit que nous allions nous concentrer sur des partenariats stratégiques pour développer plus d'indications du Cellvizio et donc plus de marchés. Pourquoi? Parce que le Cellvizio, c'est une plateforme qui peut aider des médecins et des chirurgiens dans plusieurs indications importantes et que la société n'a pas les moyens, étant aujourd'hui encore une petite société, de se développer dans plusieurs marchés. Nous avons notre marché de référence qui est la gastro-entérologie, avec un certain nombre d'indications déjà, et nous avons d'autres marchés très importants à développer. Donc, pour opérationnaliser ce repositionnement stratégique, on peut le dire, on a concrétisé avec un partenariat avec Tesli Pharmaceutical, qui est une société chinoise, qui devient notre levier opérationnel, notre tête de pont commerciale en Chine. Donc ça, c'est très important. Et avec laquelle nous allons aussi développer un produit spécifique de la neurochirurgie, pour laquelle nous avons déjà une autorisation de la FDA, des données cliniques, etc., comme dans d'autres indications.
Donc ça, c'est le premier pan de ce repositionnement stratégique. Deuxièmement, au niveau opérationnel, on peut dire qu'on a aussi réussi puisqu'on a doublé notre revenu au premier semestre de l'année 2023. On va en parler de ces résultats. Avec, en particulier aux États-Unis, un doublement du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, alors qu'on a divisé par 3 notre présence sur le terrain. Donc on a vraiment amélioré l'efficacité de vente, l'efficacité opérationnelle. Faire plus avec moi, c'est impressionnant. Hein. Plus avec moi. Donc voilà pour cette partie réorganisation réussie, recentrage. Justement, on va parler de ces résultats du premier semestre 2023. Chiffre d'affaires doublé, vous l'avez dit, 6,8 millions d'euros, un petit peu plus de 6,8 millions d'euros. Résultats opérationnels et résultats nets dans le vert. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué. Qu'est-ce qu'on retient de ces chiffres? Et puis surtout, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce qu'on peut continuer à tirer le trait sur cette performance financière de Mauna Kea? Bien sûr. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que justement, cette stratégie de partenariat nous a permis de doubler notre revenu. Donc, on a d'une part une croissance sur notre business historique, c'est-à-dire la vente de nos Cellvizio, de nos sondes, de nos procédures dans les domaines sur lesquels nous sommes actifs en direct, aux États-Unis et en Europe, mais aussi donc des revenus de licences et de technologies qui viennent de ce partenariat. Donc, le but, c'est bien sûr de continuer à améliorer encore la croissance de cette top line grâce à d'autres partenariats qui pourront intervenir dans un futur que l'on espère assez proche. Par ailleurs, ce qu'on doit retenir, c'est que, comme je l'ai dit, on a réduit nos dépenses, on a fait preuve d'une discipline financière qui est vraiment, je pense, excellente, et donc on a réduit considérablement notre perte opérationnelle courante. Et grâce à la reconnaissance de revenus venant de la vente de certains brevets à la joint venture avec Tasly, nous avons affiché, comme vous l'avez dit, un résultat net positif pour la première fois. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu d'exceptionnel ou que le second semestre, finalement, vous êtes confiant aussi sur cette partie de l'année? Alors, il y a un peu de non-récurrent au premier trimestre de l'année, puisqu'il y avait une partie des revenus de licence qui était one-shot, mais ensuite, il y a toute une partie récurrente, et donc on est bien sûr confiant sur le fait que la deuxième partie de l'année, on continue à afficher une belle croissance et on aura une année qui sera une des très belles années de Mauna Kea. Bon, une très belle année pour Mauna Kea. On va rester un petit peu dans les chiffres. 30 juin dernier, il y avait une trésorerie de 6,3 millions d'euros. Je crois qu'il y a aussi la mise en place d'une ligne de financement, fonds propres, avec Vester Finance. Ça vous permet d'être serein aujourd'hui? Je sais que la réponse, elle va être positive, quoique, on va pouvoir nous le dire, alors que, justement, plusieurs exemples viennent témoigner du caractère peut-être encore plus crucial que d'habitude du refinancement des biotech medtech en ce moment. Oui, bien sûr, c'est un moment très difficile avec un marché qui est assez erratique. Et on voit bien que les biotech et les medtech, en particulier en France, sont globalement, disons, un peu massacrés en bourse. Alors, c'est vrai que notre situation est beaucoup plus enviable que d'autres, et on le déplore, parce qu'évidemment, les sociétés de biotech tout l'écosystème soit en pleine santé. C'est notre écosystème et on les soutient. Néanmoins, nous avons, comme vous l'avez dit, une trésorerie qui, en plus de notre chiffre d'affaires, qui est en croissance forte, et d'une ligne de financement, effectivement, avec Vester, et je tiens à le rappeler, qui est une ligne de financement extrêmement limitée. Donc, c'est 11% de dilution maximum sur 2 ans. Et elle est entièrement à notre main, donc nous pouvons l'arrêter quand nous voulons. Ça n'est pas du tout un système, malheureusement, de dilution sans fin. La dilution est totalement bornée à 11%. Et aujourd'hui, nous avons très peu utilisé la ligne de financement. Mais effectivement, en prenant en compte notre position de trésor, notre chiffre d'affaires, notre ligne de financement, nous avons un horizon de trésorerie qui est, disons, confortable, au moins pour le moment. Néanmoins, le financement, c'est important. Nous avons des très belles opportunités sur lesquelles nous devons aussi investir, avec des partenaires, mais aussi nous-mêmes. En propre. Et donc pour ça, nous réfléchissons bien sûr à tout ce qui est le mieux pour les actionnaires et en particulier, bien entendu, ces discussions stratégiques que nous avons avec de nombreux partenaires potentiels, qui est le cœur, encore une fois, de notre stratégie. Sur le financement, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un coup d'avance. Justement, qu'est-ce que c'est l'actualité aujourd'hui de Mauna Kea sur un point de vue plus clinique, plus opérationnel? Quels sont les grands rendez-vous qui vont rythmer les mois qui viennent? Alors en fait, cette période me rappelle la fin des années 2000, parce que c'est vrai qu'on existe depuis longtemps, où on avait une très grande convergence de résultats cliniques qui étaient très positifs. On a aujourd'hui des grands essais cliniques qui ont commencé depuis un moment, et on arrive justement à la fin de l'inclusion de ces essais cliniques. Donc ça va tomber. Et donc franchement, ça va tomber. Donc on a des essais en pneumologie interventionnelle, on a des essais en gastro-entérologie interventionnelle aussi, en particulier dans les kystes du pancréas. Et je tiens à rappeler une chose pour les gens qui nous écoutent. Malheureusement, les kystes du pancréas sont assez prévalents. Il y a à peu près entre 3 et 10% de gens qui ont un kyste. Quand on en a un, on veut absolument savoir qu'il est bénin, ce qui est heureusement le cas pour la plupart. Aujourd'hui, le diagnostic
et c'est sorti dans un papier récemment, le diagnostic préopératoire d'un kyste du pancréas n'est exact à peu près que dans 20% des cas. Avec le Cellvizio, on est à plus de 95% de précision diagnostique. Donc ça veut dire qu'on va éviter des chirurgies inutiles. Ça, c'est déjà prouvé par un grand nombre d'essais cliniques et c'est encore en train d'être reprouvé avec un grand essai clinique américain avec 500 patients dans 10 centres prestigieux dont les résultats arriveront en 2024. Donc on a... C'est ça le grand rendez-vous. Alors ça, c'est un des grands rendez-vous. On en a un autre dans le domaine du cancer de l'estomac au Japon. On a encore une fois dans le domaine de la pneumologie interventionnelle, donc le cancer du poumon. Tout ça, ça arrive dans les trimestres qui viennent. Donc on peut dire qu'on a un news flow clinique opérationnel qui va être très nourri. Bon, très nourri. Ça, c'est pour le news flow clinique. Vous l'avez dit, Sacha, l'axe aussi, c'est les partenariats stratégiques. Est-ce que là aussi, il faut s'attendre à des noms qui tombent dans les mois, semaines, semestres qui viennent? Je ne sais pas. Alors, bien entendu, je ne peux pas faire de commentaires précis sur un horizon. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand je suis venu vous voir, on avait signé avec Tesly. On avait commencé à parler de ce repositionnement stratégique avant de signer avec Tesly, mais on était assez confiants sur le fait que ça allait se faire. Ça fait maintenant des années qu'on a des conversations multiples avec des partenaires. Je l'ai dit récemment dans un call, on a une douzaine de conversations actives. Voilà, moi je suis très confiant sur le fait qu'on a complètement changé de dimension dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on nous regardait de façon quand même assez circonspecte, on était très en avance sur notre temps. Aujourd'hui, on sait que les grands industriels, que ce soit de la medtech ou de la pharma et de la biopharma, nous regardent en sachant que notre plateforme peut les aider dans leur propre développement stratégique, que ce soit dans des essais cliniques pour la pharma ou bien sûr des développements de marché en combinaison avec d'autres technologies dans la medtech. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a de très bonnes chances d'avancer et de mettre de nouveaux drapeaux dans le sol de notre repositionnement stratégique. Alors justement, vous n'allez pas me donner de nom, mais est-ce qu'il y a quand même des zones qui vous semblent, je ne sais pas, particulièrement intéressantes en ce moment, à l'image de la Chine, par exemple? Alors, franchement, géographiquement, je pense qu'on est plus sur un niveau mondial. C'est-à-dire que nous, on discute avec des sociétés qui sont basées un peu partout, que ce soit en Europe, en Océanie ou aux États-Unis. Encore une fois, ces sociétés ont vocation à développer des marchés au niveau mondial. Absolument. Bon, on n'en saura pas plus pour aujourd'hui, mais voilà, peut-être des choses qui vont tomber. On va finir par la bourse, forcément, le titre. Mauna Kea qui a été transféré sur Euronext Growth en août dernier, et grappe de 20% depuis le début de l'année. Est-ce que vous trouvez, question un petit peu provoque aujourd'hui, qu'à 24 millions d'euros à peu près, j'ai arrêté les compteurs en début de semaine, c'est une valorisation cohérente pour Mauna Kea? Alors, Mauna Kea, c'est donc comme vous l'avez rappelé, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre. On dépassera les 10 millions d'euros forcément, mathématiquement, cette année. On a des parts d'une joint venture avec Tesly qui valent plus de 14 millions d'euros. Donc je pense qu'on peut dire sans se tromper que la valorisation aujourd'hui est décorrélée complètement de la valeur intrinsèque de Mauna Kea. On a 250 brevets, on a 20 accords réglementaires, on a des codes de remboursement aux États-Unis, etc., etc. Notre valeur intrinsèque est valorisée et beaucoup plus importante aujourd'hui que la valorisation de la société. C'est très dommage, bien sûr, même si ça n'est pas notre préoccupation quotidienne. Oui. C'est dommage parce que avec une valorisation plus importante, ça permettrait de faire plus de choses et d'apparaître aussi aux yeux de certains partenaires, peut-être de façon plus forte. Donc on est C'est quoi aujourd'hui? C'est que c'est pas suffisamment compris peut-être par les investisseurs et particuliers. On a l'impression que ça n'est pas assez compris. Oui. Et ce qui me choque, c'est que je me dis que depuis 10 ans, j'ai eu des dizaines, des centaines d'appels d'investisseurs qui m'ont demandé pour un proche, est-ce qu'on peut avoir une procédure Cellvizio quelque part? Parce que ces investisseurs avaient compris l'intérêt de notre technologie pour un nombre important de patients. Et d'ailleurs, je connais des investisseurs et des family office qui ont pris des positions importantes dans la société parce qu'ils sont rentrés vraiment dans le détail de ce qu'on faisait. Personnel, un petit à titre personnel, parce qu'ils savent le bénéfice patient que ça va apporter. Donc peut-être que les investisseurs qui jouent avec notre titre quotidiennement et malheureusement souvent à la baisse devraient se poser la question de ce qu'ils feraient si un de leurs proches avait besoin d'une procédure avec un Cellvizio pour un kyste du pancréas, pour un nodule périphérique, pour un problème dans l'œsophage. Il serait peut-être un petit peu un moment ennuyé de se dire que notre développement a été freiné peut-être par leurs propres agissements. Donc voilà, peut-être à réfléchir. À réfléchir en tout cas, des résultats pas mal attendus dans les mois qui viennent, peut-être aussi des partenariats. J'espère que vous reviendrez en parler avec nous sur le plateau du Journal des Biotech. Merci beaucoup Sacha Loiseau. Avec plaisir Laurent. Tout de suite dans le Journal des Biotech, on passe au deuxième entretien. Et je reçois pour ce deuxième entretien du Journal des Biotech Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. Bonjour Aram.
Bonjour Laurent. Alors, on a eu un rendez-vous en juin où on avait parlé ensemble des résultats positifs de survie à 15 mois. C'était le bras d'expansion de l'étude Gloria. C'était donc l'évaluation de NOX-A12 en combinaison avec radiothérapie et le bevacizumab. Ça, c'était dans le glioblastome. Hein. Ça fait. On a eu récemment, il y a eu les résultats à 17 mois publiés en septembre, et on a désormais les résultats à 18 mois. Donc chaque mois qui passe nous amène son lot de résultats. Qu'est-ce que ceux qui viennent de sortir, donc ces résultats à 18 mois, nous apprennent de plus par rapport à ce qu'on connaissait déjà? Il y a trois choses pour moi, Laurent. Il y a déjà le fait que la survie médiane globale a dépassé ce qu'on a vu avec les études comparatives menées avec des autres molécules, à la fois des molécules qui ont échoué, mais aussi certains dispositifs qui sont approuvés. Oui. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Bien sûr, c'est dans les mêmes groupes des patients, les patients avec le cancer du cerveau, le glioblastome, oui, résistants aux chimiothérapies. Donc ça, c'est la première chose. Cette chiffre, maintenant à 18 mois, va améliorer encore parce qu'on a toujours des patients en suivi et sous traitement. D'accord. Donc 18 donc des mois, données additionnelles là aussi qui vont arriver. Exact. Oui. Donc ça augmente la marge entre ce qu'on fait et le concurrent. Deuxième chose que j'ajouterais, c'est qu'on a fait ça avec une population de patients encore pire que celle qui était dans les autres études. Parce que les autres, ils acceptaient les patients à peu près à 50% chaque fois, qui avaient une ablation chirurgicale totale, du tumeur détectable. Oui. Alors que nous, on n'avait que des patients avec une ablation chirurgicale partielle. Donc, ces patients-là, normalement, ils vivent moins longtemps. Oui, c'est une situation plus compliquée. Exact. Donc, pour une efficacité thérapeutique égale, normalement, nos patients vivent moins longtemps, alors que c'est le contraire. Ils vivent plus longtemps. Donc, avec ça, on espère, quand on élargit à une population plus grande, le bénéfice va être encore plus large par rapport aux concurrents. Deuxième chose que je dirais, c'est qu'attendre que les données mûrissent a porté ses fruits maintenant. Parce qu'avec le recul, on peut regarder les jalons comme à 18 mois, où on voit maintenant qu'on a un écart de 10 fois avec le standard des soins. Oui. Donc, avec le standard des soins, il y avait 5% des patients qui arrivaient à 18 mois. Avec le NOX-A12 plus le bevacizumab, c'était 18 mois. Et ça peut monter à 67% parce que nous avons un patient dans son 17e mois qui s'approche. D'accord. Donc, dans les semaines qui viennent, ce chiffre-là peut augmenter encore pour nous. Bon. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et dernière chose, c'est que maintenant, j'avais dit plusieurs fois qu'on attend que les données soient matures pour aller parler avec les autorités réglementaires. On y est. On y est. On va y aller, on va parler avec l'FDA, l'autorité réglementaire américaine. Bon, on va y revenir à ce sujet parce que bien sûr, il intéresse les gens qui nous regardent. Est-ce que ça nous apporte également un éclairage supplémentaire sur l'utilisation de NOX-A12 en combinaison, justement, parce que c'est un des points majeurs de cette étude? Absolument. Et c'est un point très important, Laurent. On savait déjà, et là on compare NOX-A12 plus radiothérapie par rapport à NOX-A12 plus radiothérapie et le bevacizumab. Oui. Et on savait déjà qu'ajoutant le bevacizumab, ça augmentait le taux de réponse. Donc on avait 100% des patients qui avaient une réponse objective radiologique, 83% qui avaient une réponse RANO, qui est radiologique plus clinique, par rapport aux 40% chez les patients qu'avec A12 plus radiothérapie. Radiothérapie, oui. Donc déjà ça, c'était connu. Les réponses étaient plus profondes quand on ajoutait le bevacizumab. On avait la moitié des patients, 3 sur 6, qui avaient soit une réponse complète ou une réponse quasi complète, plus que 99% de réduction. Maintenant, on a un signal très fort que le NOX-A12 plus le bevacizumab améliore la survie médiane et augmente d'une manière assez énorme la chance d'arriver à des jalons importants comme 18 mois de survie. D'accord.
Donc, pour conclure, je pense qu'aujourd'hui, on voit la combinaison A12 radiothérapie plus bevacizumab comme la voie la plus prometteuse. Ouais, c'est ça, en final, la conclusion. Oui. Oui, et j'ajouterais, et ça c'est très important pour le contexte, parce que on ajoute le bevacizumab, donc on se demande, est-ce que le bevacizumab y est pour beaucoup? En fait, le bevacizumab a été testé avec tous les composants du standard des soins, y compris la radiothérapie, et ça n'a jamais montré un bénéfice en ce qui est la survie. Donc, ce qu'on voit en termes de cette augmentation de survie, on conclut que c'est dû à la combinaison des deux. Et c'est logique, parce qu'ils ont un mécanisme d'action complémentaire. Ils bloquent les différentes façons pour les tumeurs de repousser les vaisseaux sanguins après la radiothérapie. Donc la vasculogenèse pour la A12 et la angiogénèse pour le bevacizumab. Bon, voilà, en tout cas, sur les explications de cette combinaison prometteuse. On l'a dit mois après mois, effectivement, les résultats semblent se confirmer, se renforcer. On avait évoqué, vous l'avez dit, Aram, la dernière fois, l'accès à des voies réglementaires accélérées. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous en dire plus? Comment tout ça, comment vous allez gérer la suite finalement? D'accord. Oui, donc d'abord, il faut dire qu'il faut demander à avoir accès. Oui. Aux US, on peut faire ça qu'au moment où on dépose un IND ou une demande d'essai clinique aux États-Unis avec les autorités réglementaires. Donc, dans le communiqué de presse de ce matin, on avait expliqué les démarches. Donc, ce mois, en octobre, on va déposer une demande d'avis formel avec l'FDA. On a beaucoup de questions à leur poser pour comment développer le NOX-A12. Oui. Quelle est leur position, en tenant compte de ces conseils qui, normalement, doivent revenir vers nous avant la fin de l'année. D'accord. On va déposer en janvier un IND, qui est en gros l'essai clinique pour les glioblastomes, avec la demande d'accès à des voies réglementaires accélérées. Oui. D'accord. Et donc, avant la fin du premier trimestre, normalement, on espère, en tout cas, c'est la cible, on aura l'accord sur l'essai clinique et on espère sur la voie ou les voies accélérées. Donc, premier trimestre 2024, il va se passer des choses, discussion avec la NDA, peut-être donc le démarrage de cet essai. Sauf qu'avant le premier trimestre 2024, il y a une petite urgence, j'ai envie de dire, puisqu'il y a la question de l'horizon financier de TME Pharma. Je crois que c'est la fin de l'année. Quelles sont vos options de refinancement à court terme? Et puis, question que se posent tous les gens qui nous regardent, forcément, quand on est investisseur particulier, est-ce qu'elles seront dilutives pour les actionnaires, les actionnaires de TME Pharma qui suivent l'aventure depuis quelques mois, quelques années? Oui. Mais il est clair qu'il faut refinancer la société. Comme vous avez dit, la visibilité financière s'étend jusqu'aux fins d'année. Mais on voulait publier ces données avant. Parce qu'on avait la confiance qu'ils allaient tomber et ça allait être intéressant et confortant pour les investisseurs. Donc, le but pour nous, c'est de refinancer utilisant un structural qui, dans la mesure du possible, protège le prix par action. D'accord. Donc, il va y avoir bientôt, bien sûr, la dilution, mais ce qu'on a fait en avril a créé une espèce de sol pour le prix. Parce qu'il n'y avait pas d'investisseurs qui avaient la possibilité de vendre à profit plus bas. Donc l'idée, c'est peut-être de refaire quelque chose comme ça, où les investisseurs, toutes les nouvelles actions créées étaient dans la main d'une banque d'investissement et toute vente devait passer par elle. Donc les ventes étaient disciplinées et ce n'était pas des volumes énormes par rapport aux volumes journaliers. On sait aussi que pour développer, pour poursuivre cet essai, il y a besoin, au-delà du financement, d'un partenariat. C'est sûr. La question que se posent tous les investisseurs, là aussi, de long terme, de TME Pharma, avec des résultats qui semblent si encourageants, je vous la pose cette question. Pourquoi un partenariat
tarde-t-il toujours à se matérialiser? Est-ce qu'avec ces nouvelles données, TME Pharma a des arguments peut-être plus forts qu'avant pour convaincre un partenaire de se lancer dans l'aventure avec vous? Je suis convaincu que c'est le cas, Laurent, quand on arrive à avoir une différence de 10 fois entre une thérapie expérimentale et le standard des soins dans une mesure de survie, comme on a eu pour les 18 mois. Je pense que ça doit changer la manière dont la molécule est perçue. On pointe souvent la faiblesse de la taille de l'échantillon, Aram, pour dire, c'est ça. encourageant, mais l'échantillon, il est faible au final. Il est faible. Il est faible. Par contre, les données sont extrêmement fortes. Okay. Donc, je ne dis pas que c'est facile. Si on avait fait avec 200 patients et on avait les mêmes résultats, je pense que... Il n'y avait pas de question à se poser. Voilà. Ouais. Donc, mais il faut bagarrer, et il faut faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et nous, on avait trouvé, je pense, finalement, la bonne combinaison pour développer cette molécule. Et là, il faut exploiter au maximum. Bon, voilà, c'est notre travail. Des résultats qui sont forts. Allez-y. Oui, et j'ajouterais qu'il y avait quelques investisseurs, des grands experts dans la biotech, qui nous ont dit, c'est très intéressant, et revenez, on vous invite à revenir dès que les discussions avec la FDA sont terminées. D'accord. Donc, je pense que le premier trimestre, ou le début de l'année prochaine, va être très intéressant, excitant pour TME Pharma. Bon voilà, et l'air de rien, il fixe un rendez-vous, il faut se bagarrer, ce sera la conclusion. Aram Mangasarian, merci beaucoup pour ces explications, PDG de TME Pharma. Merci Aram. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.